10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. Il est 10h, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la matinale éducative, le 10h midi, l'émission qui est là pour renforcer votre dose de culture générale en ce début de matinée. La découverte des rubriques et des invités, c'est tout de suite. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. Alors pour aujourd'hui, nous allions discuter sur la rubrique société dans laquelle nous aurons comme thème la santé mentale, un tabou persistant en Afrique avec notre invité du jour qui est coach Régis, qui est coach professionnel en soft skills, également fondateur de la méthode du chemin inverse que l'on découvrira avec lui. Il accompagne les entreprises, les dirigeants, les cadres, les étudiants, en tout cas toute personne qui veut bien sûr développer son plein potentiel pour une meilleure efficacité professionnelle et personnelle. Bonjour coach Régis. Bonjour. Et bienvenue à Téléécole. Merci. Alors aujourd'hui, nous allions discuter du thème la santé mentale, un tabou persistant en Afrique. Alors la santé mentale, tout ce qui est problème concernant ce domaine, d'habitude en Afrique, on ne considère pas ça comme une maladie et pourtant c'est vraiment une maladie quand on parle de dépression, de personnes qui ne sont même plus, on va dire, aptes à être conscientes de leurs actes. Là, il y a un problème et en Afrique, il y a un tout autre aperçu au niveau de cela. Alors aujourd'hui, déjà, si vous pouviez vous présenter, nous dire sur quoi est-ce que vous évoluez exactement et nous dire pourquoi aussi vous aviez choisi le métier de coaching en soft skills. Merci Bayang, merci pour l'invitation aussi. Bon. En tout cas, moi je me présente comme un humain au service d'autres humains et je dirais que c'est le métier de coaching qui m'a choisi. Donc c'est pas moi qui ai choisi ce métier parce que la formation que j'ai faite n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et ça m'est venu comme ça il y a une bonne dizaine d'années. Donc j'ai découvert cette partie de moi après la disparition de mes deux parents. Donc quand j'étais dans la quête de soi, donc j'ai découvert cette partie de moi, que j'avais cette capacité effectivement à avoir cette oreille attentive, à développer de la bienveillance, à développer cette découverte de soi, cette intelligence émotionnelle. Donc ça en 2017, donc j'ai rencontré un coach au Maroc, donc un brillant coach expert, donc d'un certain âge, qui m'a vu dans un panel et qui m'a demandé de continuer dans ce métier. Et puis qui m'a donné l'occasion à travers son cabinet de pouvoir commencer à accompagner formellement effectivement des coachés, des chefs d'entreprise, surtout dans le domaine du BTP, des chefs de chantier, etc. parce qu'il y avait beaucoup de pression, il y a beaucoup de pression surtout dans ce domaine d'activité. Et ça m'a amené à le faire. Donc aujourd'hui, je suis le fondateur de la méthode du chemin inverse, donc qui est une méthode de coaching basée sur les valeurs et les connaissances africaines. Et j'ai mon cabinet MCI Coaching, donc qui est basé ici à Dakar, que j'ai créé depuis 2023, depuis que je suis rentré. Donc je fais des formations, je fais aussi du coaching de vie, du coaching pour la cohésion d'équipe, des team building, etc. Et récemment, effectivement, dans un autre projet que j'avais depuis 2019, qui parle toujours de l'humain, c'est l'application mobile, donc qui s'appelle Ijoko, donc qui est une application qui renferme les contes et les comptines africaines, donc qui a pour vocation de sauvegarder et le patrimoine oral et immatériel africain. Donc ça permet aussi aux enfants d'apprendre des langues, etc. Et cette année, cette application mobile est lauréat de la 12e édition du concours Orange Startup Studio. Donc
2024. Donc, nous sommes 4 à être retenus. Donc, nous faisons partie des 4 startups qui vont consulter effectivement la cohorte de Orange Startup Studio 2024-2025. Donc, voilà. Félicitations pour Merci ça. beaucoup. On voit de très belles initiatives, pas que pour le Sénégal, mais aussi pour l'Afrique. Parce que quand on parle de compte, de patrimoine, oui, ça c'est important. Et pas que pour les enfants, même les adultes qui ne connaissent pas leur histoire. En effet. D'accord. Alors, vous aviez 10 ans d'expérience dans le coaching. Et aujourd'hui, par rapport au thème, on voulait bien savoir, vous, comment est-ce que vous définissiez la santé mentale? Bon, en fait, moi, je suis pas très fan des définitions. Donc, surtout qu'on est en sciences sociales. Donc, je suis pas vraiment pas très fan. D'habitude, quand j'accompagne les étudiants dans les écoles supérieures ou des stagiaires, donc quand on parle de notions comme le leadership, l'entrepreneuriat, la communication, etc., en général, pour avoir une approche, une bonne perception par rapport à la notion. Donc, je leur demande carrément de dessiner la notion. Comment ils le voient. Pour eux, qu'est-ce que ça représente. Au lieu de me faire une phrase, ils font un dessin, un diagramme, un schéma, etc. Chacun à sa manière. Et puis ensuite, c'est à eux d'expliquer pourquoi ils l'ont représenté comme ça. Donc ça, c'est une méthode que j'utilise, c'est une approche que j'utilise, mais quand même, je pense que en définition simple, la santé mentale, c'est le bien-être psychologique et émotionnel que l'on entretient, que l'on développe dans la relation avec nous-mêmes et puis dans notre relation avec notre contexte culturel, social, professionnel. Voilà, donc c'est ça en gros, quoi. Voilà, donc je disais que nous avons le choix. Nous avons le choix par rapport à notre interaction avec le contexte social dans lequel nous vivons, avec la société. Je crois que pour aller vers ces normes sociales-là, pour être en phase avec ces normes, il faudra d'abord être en phase avec soi-même, avec ses valeurs internes, parce que nous sommes différents. Donc, quand nous venons au monde, nous venons pratiquement tous de la même manière, mais nous sommes différents. Et c'est cette différence-là qui fait le monde et qui nous aide à nous développer dans cette complémentarité. Donc, nous devons cultiver cette capacité à pouvoir être bienveillants les uns vis-à-vis des autres, à être empathiques les uns vis-à-vis des autres. Ça va nous aider effectivement à pouvoir accompagner, aider les gens à ne pas verser dans les problèmes de santé mentale. D'accord. Alors aujourd'hui aussi, quand on parle de dépression, de dépendance affective, d'habitude quand on parle de dépression et que tu dis par exemple à ton entourage que je suis malade, on peut te prendre au sérieux. Oui. Et aussi, normalement, ces personnes qui sont victimes de dépression doivent soit aller voir un médecin, un psychologue ou un psychiatre et autres. Mais en Afrique, en fait, on a vraiment peur déjà de, on va dire, vulgariser sa santé mentale si on est malade et autres. Mais aussi, d'après vous, pourquoi est-ce qu'en fait les Africains prennent vraiment ce sujet comme tabou, ou à chaque fois que quelqu'un a un problème de dépression ou un autre problème concernant sa santé mentale, il critique cette personne, voilà, qui veut aller se soigner. Voilà, on a en tout cas des préjugés de partout. Donc, d'après vous, pourquoi est-ce que les Africains ont ce genre d'attitude face à la santé mentale? Bon, je pense qu'il faudrait pas généraliser, effectivement, parce que dans notre contexte culturel, c'est le sutura est très prisé, le sutura. Donc, pourquoi? Parce que tout simplement, il y a certaines choses que l'on cache à la société. Ça permet tout simplement de pouvoir mieux prendre en charge la personne et de pouvoir l'aider. Même quand vous regardez dans
dans le corps médical, que ce soit ici ou en Occident. Donc, dans le domaine médical plutôt, vous avez, quand quelqu'un a un problème de santé mentale réel qui déprime, etc., donc souvent ils le prennent, ils l'amènent à l'hôpital et ils l'isolent pour mieux pouvoir le prendre en charge. Parce que souvent, quand il interagit avec les autres, il y a une certaine incompréhension et parfois même, ça peut aller dans l'agressivité, la violence, il peut proférer certaines paroles, etc. Donc, pour mieux le prendre en charge, on l'isole. Donc, sur le continent aussi, donc c'est des choses qui se faisaient, effectivement. Dañ koy def ci sutura. Dañ ko doon defee. Maintenant, après dañu dem ba évolution bi ñëw. Quand c'est arrivé, les gens ont commencé à avoir tendance à stigmatiser ces personnes-là. Donc, quand une personne présente effectivement ces problèmes de dépression, de santé mentale, etc., donc tout de suite, les gens commencent à le stigmatiser. Donc, mooy lu wolof di wax dañ koy ràngati. Donc, comme ça, en fait, il verse davantage dans cette folie, entre guillemets, parce que dans la famille, on va le traiter de façon extrêmement violente à travers les paroles. On va le traiter de fou ou de folle, yow da nga réew ba dof, etc. Donc, dans le quartier, ce sera pareil. Donc les gens peut-être voilà donc vont les enfants vont se mobiliser en groupe dès qu'il sort ils vont lui trouver un nom qu'ils vont lui coller etc. Ils vont lui courir après quand il se retourne les enfants vont courir etc. Donc nous tous on a vécu ce genre de situation là où on a poussé la personne à s'isoler et du coup la personne commence vraiment à entretenir cette croyance et à en faire une vérité. Et là, il se dit, ok, donc mieux vaut que je me réfugie dans ça pour que Mamuna am jam. Donc il s'habille en haillons, etc. Donc souvent c'est ce qui se passe. Mais je vais vous raconter une anecdote. Une fois, c'était l'année dernière, j'étais sous le pont de Cambérène. Donc, en train de faire ma lecture, j'avais un livre sur l'hypersensibilité. Donc, j'étais en train de faire ma lecture et je vois un jeune avec un pantalon jean, un t-shirt en haillons avec une amulette autour du cou qui s'assoit à côté de moi. Moi, je continue ma lecture et il regarde le titre du livre. À un moment donné, il me dit, est-ce que tu peux me passer le livre? Je lui dis d'accord, donc je lui donne le livre, il regarde les pages, il lit un peu, et puis après, il tombe sur une page où on a parlé de dépendance affective, justement. Donc il me dit, c'est quoi la dépendance affective? Donc j'interagis avec lui sur ça, et il me dit, pourquoi notre société est comme ça? Je lui dis, comment est notre société? Il dit, c'est une société où on ne nous écoute pas. Même quand tu tentes de parler pour qu'on puisse te comprendre ton raisonnement, ton opinion, mais il me l'a dit en des termes français très très clairs. Et la dernière question qui m'a touché, qui m'a fait pleurer, c'est le fait qu'il m'ait dit pourquoi la société m'a rejeté. Après, il a déposé le livre, il s'est levé, il est parti. Donc, je me souviens bien. Oui, un haillon. Et tout le monde pourrait penser que c'est un fou. Exactement. Et pourtant, il est cultivé. Exactement. J'ai même pas eu le temps de lui répondre. C'était au mois d'août 2023. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. D'ailleurs, je l'ai mis j'ai mis cette histoire-là dans mon prochain livre. Et je pense que socialement aujourd'hui, nous avons besoin les uns des autres. J'ai discuté hier avec quelqu'un. Je lui disais que cette phrase-là, nit moy garabam.
l'homme est le remède de l'homme. Ça commence d'abord à l'échelle individuelle, à l'échelle personnelle. C'est le fait de faire ce pèlerinage vers soi, de s'écouter, de prendre soin de soi, de se comprendre, de trouver cet alignement intérieur, cette réconciliation intérieure, de rencontrer à nouveau son moi enfant. Et si on arrive effectivement à développer cela, à faire cette démarche-là, on comprendra mieux les normes sociales, on comprendra mieux le regard de la société vis-à-vis de nous, on le supportera mieux. Bon, je dirais pas supporter, mais on pourra vraiment vivre avec ça. Parce qu'on ne peut pas faire fi de ça, on ne peut pas faire du blackout entre le regard de la société et nous-mêmes, parce que nous faisons partie de la société. Il faudrait que nous interagissions avec cet espace dans lequel nous nous épanouissons, dans lequel nous évoluons, dans lequel nous nous étendons, si vous voulez. Et c'est très important d'avoir cette interaction avec cet espace-là qui est en phase et en corrélation avec nos valeurs internes, avec notre équilibre intérieur. D'accord. Et ce jeune homme que vous avez eu à rencontrer, pourquoi est-ce que la société m'a rejeté? Oui. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, les gens, ils veulent bien comprendre pourquoi est-ce que vous évoluez comme ça, pourquoi est-ce que vous êtes comme ça. Mais même quand vous leur donnez la justification, ils ne veulent pas comprendre cette justification. Et tout à l'heure, vous avez dit ce que ce jeune homme a dit aussi, pourquoi on ne nous écoute pas, pourquoi la société ne nous écoute pas. Et là, tout ce que je vais ajouter, c'est que il y a des personnes qui écoutent pour répondre, carrément, donc ils vont vraiment pas écouter ce que vous allez dire. Il y a d'autres qui écoutent pour comprendre. Et ceux qui écoutent pour comprendre, d'habitude, on n'en trouve pas à chaque coin de la rue, malheureusement. Et aujourd'hui, cette dépendance affective dont vous parlez, alors là, je vais faire un petit résumé d'une petite série ici au Sénégal de Marodi TV, avec la série Promesse qui vient de se terminer, dans lequel il y a un des personnages principaux, le personnage Rachid, dans lequel on le voit, il a grandi, il est né d'une union où ses parents n'étaient pas mariés. Du coup, on l'avait emmené en Dara. Il n'avait pas l'amour de son père ni l'amour de sa mère. Son père le rejetait. Et par la suite, quand il était au Dara, il a appris que sa mère était décédée. Et quand il a appris cela, il était tout le temps seul. Il savait vraiment pas à qui se tourner. Et arrivé à l'université, quand il a quitté le Dara, il est allé à l'école française. Arrivé à l'université, un jour, il voulait se suicider. Voilà, il y avait une voiture qui devait passer et il s'était mis sur la route. Et il y a une jeune fille, une jeune femme qui l'a tiré en lui disant que Lumi Meti Meti, Bulko Moussabaï, le personnage d'Alia, bien sûr. Et depuis, au fait, qu'il a rencontré cette femme et qu'il a entendu ces mots, cette femme, quand elle disait ces mots, elle savait même pas que ça allait avoir un grand impact dans sa vie. Donc, elle avait juste dit comme ça pour conseil. Donc, depuis ce jour, en fait, il a non seulement eu cette image marquée de ce personnage Alia dans sa tête, et il a tout fait en sorte pour qu'elle fasse partie de sa vie, jusqu'à ce qu'ils soient sortis ensemble, avoir une relation, et bien sûr aller jusqu'au mariage. Et c'est le jour du mariage que cette Alia s'est rendu compte que lui, depuis tout le temps, il me suivait. Et elle, en fait, elle a vraiment vu ça du côté négatif. Et quand le jeune homme lui a expliqué le pourquoi et que lui a carrément dit que si aujourd'hui je suis arrivée jusqu'ici, c'est grâce à toi. C'est toi qui m'as donné la force de vivre. Parce qu'avant, il vivait parce qu'il y avait sa mère, mais sa mère était loin de lui. Et sa mère est décédée. Et là, il n'avait qu'une seule personne à qui s'accrocher. Donc, le fait aussi de s'accrocher à une personne, je pense aussi c'est un problème aussi de santé mentale. Voilà, je veux dire, après vous alliez en conclure quelque chose. Donc, c'est comme ça qu'il a vécu. Au fait, c'est grâce à cette femme, grâce à ces mots même, je vais dire, qu'il a pu se relever et essayer d'avoir une vie normale, d'interagir dans la société et autres. Donc ça aussi, on voit ce genre d'exemple. Et de dire, au fait, ce jeune homme que vous avez rencontré et qui vous a dit pourquoi la société m'a rejeté. Là aussi, je vais donner un autre exemple dans la société sénégalaise.
une actrice nommée Halima Gadji, Oui. qui avait joué dans la célèbre série Maîtresse d'un homme D'un marié homme avec marié, le exactement. personnage de Mariam, Mhm. qui, il y a des fois, les gens, en fait, ils savaient pas qu'elle avait la dépression et qu'elle avait posté donc, des vidéos pas vraiment où elle s'exhibait et tout. Les gens ne comprenaient pas ce qui se passait et se disaient que voilà, elle est folle. Ouais. Et que même elle, quand on l'a invitée, elle a carrément dit que quand je sors dans la rue, il y avait un gars qui était dans sa voiture, elle a dit que waouh, ah, dof ba gagné, quand dof ba, bref. On voit Halima Gadji avec son évolution professionnelle qu'il est en train d'accomplir pas mal de choses. Tout à fait. Côté animatrice, maintenant, elle est à Canal+. On voit que cette personne, elle évolue. Ouais. Mais, quand même, cette personne, elle est malade. Mhm. Mais les gens ne veulent pas comprendre cela ou passent tout leur temps à stigmatiser. Oui. Donc, je vais vous laisser nous dire cet aperçu sur ces deux personnages, le personnage de Rachid, qui, bien sûr, n'avait plus de raison de vivre, et Oui. grâce à des mots, Oui. a pu quand même évoluer. Et Oui. à cette Halima Gadji qui, malgré les insultes, la stigmatisation, aujourd'hui, elle est en train d'accomplir pas mal de choses. Oui. Merci. En fait, vous savez, pour cette série-là, moi, je l'ai pas vue, hein, mais la façon dont vous l'avez raconté, je crois que ça a été très bien écrit, donc très bien présenté. C'est pour dire aussi le rôle de chacun de nous dans le problème de santé mentale de l'autre. Vous avez vu la force des mots, la puissance des mots. Donc, dans notre société, la remarque que j'ai faite, c'est que les mots qui sont proférés sont extrêmement violents plutôt. C'est des mots qui sont très, très violents. Donc, quand on rencontre quelqu'un dans la rue, quand on entend les jeunes s'exprimer, les enfants parler dans la rue, c'est beaucoup d'injures, beaucoup de dévalorisation de l'autre. On a vécu ça, et c'est des choses qui restent ancrées en nous. Et ça crée le manque d'estime de soi, comme diraient certains, le manque d'estime de soi. Ça crée aussi une certaine peur, une certaine frustration, la perte de confiance en soi, la perte de l'acceptation de soi. Donc le pouvoir, pour dire le pouvoir des mots. Ces mots aussi bienveillants, qui vont plutôt aussi dans le sens positif, peuvent vous motiver à bloc. Donc, je le disais dans une émission la dernière fois, quand vous allez en compétition en Afrique, le fait qu'on vous rappelle votre arbre généalogique, d'où est-ce que vous venez, quelles sont vos racines, quelle est votre culture, etc. Donc, avec des mots qui sont extrêmement forts, je pense que c'est quelque chose qui renforce votre confiance en soi, qui favorise votre bien-être, votre épanouissement personnel et votre équilibre intérieur. Donc, ça favorise votre santé mentale. Et je crois que ça aussi, c'est extrêmement important. Donc, pour Rachid, comme vous l'avez expliqué, donc, il vit ce qu'on appelle une dépendance affective. Donc, nous avons cela dans notre contexte social. Donc, souvent, on croise, bon, c'est dans le domaine des relations amoureuses, hein. Oui. Donc, il y a l'homme qui dit à la femme, si tu me laisses tomber, je vais me suicider, je vais mourir. Donc, l'autre lui dit, tu es ma raison de vivre, si tu me laisses tomber, je ne pourrai plus vivre, etc. Donc, c'est une dépendance affective. Et dans la dépendance affective, vous avez aussi le manque de confiance en soi. Effectivement, et le manque de connaissance de soi. Parce que si on sait qui on est, si on est en phase avec notre propre être, donc comme je l'ai dit dans une de mes citations, si nous prenons le temps pour notre être, nous sommes plus utiles à l'humanité. Et quand je parle de l'humanité, nous sommes humains aussi, nous en faisons partie. D'accord? Donc, si nous prenons soin de nous, nous prenons le temps de nous découvrir, de nous connaître, donc cette dépendance émotionnelle ne pourra pas faire cet effet-là en nous. Donc, nous allons vivre en harmonie et en paix avec nous-mêmes, en sérénité avec nous-mêmes.
Et pour Halima Gadji, effectivement, c'est quelqu'un qui a pris, parce que je l'ai vu dans une vidéo, donc c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration aussi. Je suis fan, Halima. Donc, dans ce qu'elle fait, dans le rôle qu'elle joue, dans sa résilience, elle est extrêmement résiliente. Elle se bat. Elle représente très, très bien la femme africaine dans son rôle d'actrice. Et aujourd'hui, même si elle fait face à ce problème-là, mais elle arrive toujours à se relever. Et je crois qu'il y a aussi son entourage, parce que l'Afrique a toujours vécu en communauté. Donc, il y a cet entourage qui l'aide, qui le soutient. Et comme elle est consciente de ça aussi, elle fait attention. Mais ça ne va pas manquer. Des personnes qui vont vous dévaloriser, des personnes qui vont vous dénigrer, des personnes qui vont proférer à la limite des phrases pour vous maudire et pour justifier effectivement votre travail. Pour justifier votre travail. Donc, je le dirai peut-être pas comme ça, mais pour prouver que ce que vous avez pu accomplir, ce n'est pas vrai. Vous l'avez fait de façon mystique, etc. Donc, vous faites partie des francs-maçons, ou bien vous êtes allé voir un marabout. Vous n'avez aucun mérite, alors que ce sont des personnes qui ne connaissent pas votre histoire, qui ne connaissent pas votre passé et qui ne connaissent pas votre trajectoire. Donc, raison pour laquelle John Nyan le disait la dernière fois. Il disait que en Afrique, on ne sait pas créer des champions, des modèles. On sait les détruire. C'est vrai, parce qu'on fait tout ici pour dire que telle personne qui a atteint un certain niveau, il ne le mérite pas, en fait. Parce que, je le disais aussi dans une de mes vidéos, une petite capsule que j'ai mise sur Internet. Nous devons avoir chacun son projet de vie. Mais il y a des personnes pour qui leur projet de vie, c'est de s'occuper de la vie des autres. Malheureusement. C'est de s'occuper de la vie des autres. Regarde ce qu'il a porté, regarde comment il s'est habillé, regarde la voiture qu'il a, la femme qu'il a, les enfants, il se prend pour qui, etc., etc. J'ai regardé une vidéo la dernière fois pour terminer par là. Une personne, donc c'est dans les pays de la sous-région, une personne qui vient de déménager dans le quartier, qui marchait, il faisait sa promenade tranquillement, et il y a un monsieur qui était qui était assis dans un coin du quartier. La personne le dépasse, il l'arrête. « Eh, monsieur, arrêtez-vous. » La personne s'est arrêtée, il lui dit « Mais vous, pourquoi vous ne me dites pas bonjour ?» Celui qui était dans la voiture. Oui, celui qui était dans la voiture, qui était descendu de sa voiture. Aïe. Pourquoi vous me dites pas bonjour? L'autre lui dit, mais en quel honneur je devrais vous dire bonjour? Il lui dit, ici dans le quartier, tout le monde me connaît, tout le monde me respecte. Donc, il y a personne ici qui passe sans me dire bonjour. Est-ce qu'on est obligé de s'occuper de la vie des autres? Je pense que cette relation que nous avons développée ici sur le continent, d'avoir de la bienveillance effectivement, en disant en bayang jammanga am jamrek, en prenant soin les uns des autres, c'est quelque chose qu'il faut consolider, qu'il faut garder. Effectivement, on ne dit pas de se mêler de la vie des autres, mais d'avoir de l'empathie, d'être bienveillant vis-à-vis des autres en disant ne serait-ce que bonjour. Mais dans le contexte dans lequel la personne a réagi, c'est de ça dont je parle. Donc qui après verse dans des conflits ou dans une stigmatisation qui peut affecter effectivement ce problème de santé mentale et d'équilibre. Et ces personnes qui sont hautaines, Oui. pourrions-nous dire aussi qu'ils ont un problème de santé mentale? Cette personne qui se croit supérieure aux autres, Oui. et qui croit que voilà, tout le monde doit la saluer Oui. en passant devant chez elle. Oui. Mais c'est très subtil parce que vous savez, avoir cette connaissance de soi, avoir confiance en soi. Souvent, quand on parle de ce que l'on sait faire, on le fait avec
humilité. Mais à un moment donné, ça frôle l'arrogance. Voyez. Donc, à un moment donné, ça frôle l'arrogance. Mais quand on a confiance en soi, quand on parle de ce qu'on sait faire, on devrait le faire avec brio. On devrait excellemment le faire. Et pour certains, ça frôle ce qu'on appelle l'arrogance. Mais par contre, il y a des personnes narcissiques, imbues de leur personne, hautaines, etc. Donc, qui se croient supérieurs aux autres. Mais en général, ce sont des personnes, quand on regarde dans le fond, qui n'ont pas confiance en eux. Ils sont vulnérables, ils essaient à travers cela d'aller en croisade avec les autres et d'essayer de dissimuler leur peur, d'essayer de cacher leur vulnérabilité. Donc, du coup, ce sont des personnes souvent qui, dès qu'ils voient quelqu'un qui vient d'arriver, qu'ils ne connaissent pas, ils essaient de prendre de l'ascendant sur lui pour que la personne ne puisse pas les découvrir, etc. Donc souvent, je dis pas dans tous les cas, mais souvent, c'est un manque de confiance en soi. Parce qu'en général, les personnes qui se connaissent, qui ont cet équilibre intérieur, qui ont cette sérénité intérieure, donc ils sont souvent humbles, calmes, ils sont plutôt dans l'écoute que dans la parole. Vous voyez? D'accord. Alors là, on comprend beaucoup mieux les choses. Et plus haut, vous aviez parlé de ces personnes qui ont des troubles d'humeur, qui se mettent peut-être en colère facilement ou qui sont tristes aussi facilement. Aujourd'hui, vous êtes le fondateur de la fameuse méthode du chemin inverse. Et on aimerait bien savoir ce que c'est. Est-ce que cette méthode aide à la contribution à l'intelligence émotionnelle ou aide vraiment les personnes à mieux gérer leurs émotions? Je vous remercie pour ça. C'est une méthode qui effectivement aide les personnes à mieux gérer leurs émotions. Je peux même l'appeler la méthode du miroir. Parce que la méthode du chemin inverse est constituée de 4 piliers principaux. 4 piliers principaux, si vous voulez. Donc, il y a le premier pilier qui amorce cette méthode-là, c'est le regard sur soi, qui renferme les 3 clés, la perception, l'observation et l'attention vis-à-vis de soi-même. Donc, comment nous nous voyons, c'est la perception de soi. L'attention, c'est comment nous pensons. L'observation, c'est comment nous nous comportons avec nous-mêmes. Après, vous avez le deuxième pilier qui est le dialogue intérieur. Donc, dans la relation que nous avons avec notre ego, quelle est la relation que nous avons avec notre ego? Vous avez aussi l'identification de nos différentes émotions et l'acceptation de ces émotions-là. Parce qu'on peut identifier une émotion, mais si on ne l'accepte pas, on ne pourra pas l'analyser et la comprendre et pouvoir la gérer. Et ça m'amène au troisième pilier qui est le pardon de soi. Donc le pardon de soi, dans le pardon de soi, vous avez la pleine conscience. Donc la pleine conscience, c'est cette vigilance qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. C'est le temps que nous prenons pour connaître notre être. C'est le temps que nous prenons pour être tolérants vis-à-vis de nous-mêmes. Et la force du pardon. Donc le temps que nous prenons aussi pour nous pardonner et nous demander pardon. Vous savez, une fois, j'accompagnais un groupe avec cette méthode du chemin inverse. Quand on est arrivé au troisième pilier sur le pardon de soi, donc dès que j'ai demandé à l'audience ou à l'assemblée, est-ce qu'il vous est arrivé une fois de vous asseoir, de vous arrêter, de vous pardonner et de vous demander pardon? Il y a une dame qui m'a dit, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Effectivement. Parce que dans l'interaction ou dans les interactions que nous avons avec notre propre être, nous nous faisons du tort. Parce que nous nous jugeons,
nous nous autoflagellons en nous disant que nous ne sommes pas capables de, nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas, nous ne sommes rien. Les autres sont plus importants que nous, que ça soit en parole ou en pensée. Conscient ou inconscient. On nourrit une certaine croyance sur notre propre être, dévalorisante dans la plupart des cas. Et ça, pour nous permettre d'y voir plus clair, de pouvoir travailler sur cette relation avec nous-mêmes, nous avons le devoir de nous pardonner et de nous demander pardon. Et ça va développer l'amour de soi, ça va développer l'estime de soi et bien entendu la confiance en soi. Donc c'est la troisième clé du pardon de soi, l'amour de soi et des autres. Et quand nous sommes capables de nous pardonner, nous pourrons facilement pardonner les autres. Quand nous avons cet amour, cette estime vis-à-vis de nous-mêmes, nous serons beaucoup plus indulgents, beaucoup plus tolérants, empathiques et bienveillants vis-à-vis des autres. Parce que j'ai dit souvent que l'autre est le prolongement de notre regard sur nous-mêmes. Donc le monde est le prolongement de la conception du monde que nous avons dans nos pensées, dans notre esprit. Donc nous sommes le monde et nous sommes l'autre. Tout à fait. Donc nous devons cultiver beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de bienveillance. Et le quatrième pilier, effectivement, donc c'est la renaissance. La renaissance, vous avez la rencontre de son moi enfant, de son enfant intérieur, parce que nous avons tous une identité originelle. Donc, qui est au fil des années, à travers nos expériences, nos rencontres, etc. Donc, cette identité est souvent corrompue par les normes sociales. Après, nous avons la réconciliation intérieure, donc trouver cet équilibre, et vous avez la compréhension et la gestion des différentes émotions. Donc ça, ce sont les 4 piliers que vous avez dans la méthode du chemin inverse. Et j'utilise beaucoup le miroir pour accompagner les gens, les coacher avec cette méthode du chemin inverse. D'accord. Oui. Une méthode en tout cas très importante, de faire en sorte que voilà, cette personne qui est hautaine quand même va, on va dire, se mettre au même grade que toutes les personnes qu'elle va rencontrer et être conscient en fait de qui est-ce qu'elle est vraiment et d'être reconnaissant, comme vous l'avez dit, le dernier pilier, par rapport à son entourage et bien sûr à sa société et d'être le plus bienveillant possible, hein, je vais dire. Donc la méthode du chemin inverse, une méthode que l'on ne voit pas tous les jours, ça c'est sûr. Et cette méthode vous aide aujourd'hui ces personnes qui ont ces problèmes, qui ont des problèmes de santé mentale. Mais ces personnes aujourd'hui qui ont des problèmes de santé mentale, certainement ça fait longtemps qu'ils l'ont et qu'ils l'ont certainement cultivé ou que ça a résulté de quelque chose. Et là, je pense que on va retourner à l'enfance parce que même dans les 4 piliers, vous avez parlé aussi du moi intérieur, que aussi les psychologues et psychiatres, on va dire, exploitent quand ils consultent une personne. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut faire pour éviter ces personnes qui se renferment tout le temps, ces personnes qui auront des problèmes de colère, ou ces personnes qui auront, on va même dire, des troubles de la personnalité, ça c'est, voilà, qui est beaucoup plus dans le domaine médical. Donc, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui encadrer l'enfant et l'écouter, surtout sur ce qu'il aura à nous présenter ou à réagir avec une communauté, une société, donc vu que apparemment il doit s'adapter à cela. Il y a beaucoup de personnes qui vivent aujourd'hui avec des souffrances de l'enfance, des blessures d'enfance extrêmement profondes. Donc ce sont des blessures qu'ils n'ont pas su dépasser. Ils n'ont pas su faire, comme on le dit dans notre jargon, faire le deuil de ces événements-là. Vous savez, imaginez, vous êtes dans une famille et que vous êtes différent dans votre manière de faire. Vous avez l'habitude de vous retrouver quelque part dans la maison, tout seul. Et ça vous permet de développer votre équilibre intérieur en tant qu'enfant. Et que
À chaque fois que vous faites cela, on vient vous chercher. Un oncle, une tante, un parent, le papa, la maman. Donc, ils viennent vous chercher pour vous dire pourquoi vous vous isolez tout le temps. Un enfant qui s'isole, c'est un enfant qui ne partage pas. Ce n'est pas bien de s'isoler. Il faut venir jouer avec les autres. C'est obligatoire, donc tu dois tout le temps être avec les autres. On ne donne pas à l'enfant le temps de se retrouver avec soi. C'est ce qu'on développe dans notre société aujourd'hui. Bayang, par exemple, se retrouve chez elle. Elle se retrouve toute seule, tout le monde est parti. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, bon, moi je peux pas me retrouver toute seule, je vais m'ennuyer. Soit elle prend le téléphone, ou bien elle met un film, ou elle regarde elle écoute de la musique, ou elle se déplace. Elle dit, attends, je vais aller chez Adji, je vais aller voir Adji. Allô Adji, tu es à la maison? Oui, je suis à la maison. Ok, j'arrive. Et ce sont des occasions qui nous permettent de pouvoir nous retrouver face à nous-mêmes. Mais comme nous avons cette peur de nous-mêmes, de nous découvrir, donc nous sommes tout le temps dans la fuite de soi. Et je dis dans une de mes citations, notre plus grande peur, c'est la rencontre de notre être intérieur, miroir de notre véritable identité. Si aujourd'hui nous voulons que la société puisse être beaucoup plus tolérante, beaucoup plus empathique, beaucoup plus bienveillante, si nous voulons une société d'un vivre ensemble beaucoup plus harmonieux, il va falloir qu'on le travaille depuis la base. Il va falloir qu'on s'ouvre davantage à nos enfants, qu'on les écoute. On a beaucoup à apprendre de nos enfants. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais dans notre contexte social, ça va dans un sens. C'est l'adulte qui sait, l'enfant ne sait pas. C'est l'adulte qui sait, l'enfant ne sait pas. Quand un adulte ne fait pas bien une chose, on dit qu'un adulte a commis une erreur ou une faute. Mais quand un enfant ne sait pas faire quelque chose, on dit que l'enfant a commis une bêtise. Est-ce qu'on ne devrait pas inverser les rôles? Parce que l'adulte a une certaine expérience, on est d'accord. Pendant des années, il a expérimenté des choses. Oui. Donc, il devrait être beaucoup plus sanctionné que l'enfant. C'est pas le cas. Parce que l'enfant apprend. Il expérimente. Il grandit. Et il copie ce que nous, adultes, nous faisons. Quel monde ou quelle Afrique nous voulons laisser à nos enfants, nous voulons léguer à nos enfants? C'est à nous de faire ce travail-là. Ñun ñoo wara nité, dañu wara nité. Nous devons nous arrêter. Parce qu'actuellement, nos sociétés, ce sont nos normes sociales, nos relations sociales, la pression sociale qui crée ces problèmes de santé mentale. Souvent, quand tu es, bon, je vais parler des enfants toujours, et même un peu des dames. Quand vous êtes mariés, vous vivez dans votre belle famille, ou bien vous vivez avec votre mari. Souvent, il y a cette pression de la belle famille. Une pression totalement gratuite, qui vous dit que vous devez faire ça obligatoirement pour la belle famille. Je ne dis pas qu'en termes de relations sociales, qu'on devrait arrêter ça, parce que ça fait partie quelque part du bon vivre ensemble, mais il y a des choses qu'il faudrait revoir. Et quand les enfants voient ça, quand nos enfants voient ça, ils vont copier la même chose, la façon de parler. On voit des enfants de 3, 4 ans, 5 ans, ils commencent déjà à proférer des insultes. On le voit maintenant partout. On le voit partout. Ils commencent à proférer des insultes et c'est incroyable. C'est incroyable comment notre société est devenue
de plus en plus violentes. Et quand on regarde aussi dans les réseaux sociaux, donc souvent le président Chonyan, il dit que regardez dans les réseaux sociaux sont pleins de personnes qui ont beaucoup plus de vues. C'est des personnes qui profèrent des choses qui ne sont pas catholiques, si je peux le dire ainsi. Oui. Ce sont des personnes qui profèrent des insultes. Ce sont des personnes qui entretiennent des choses ou des actes. Surtout qui s'occupent des affaires des autres. Voilà, qui s'occupent des affaires des autres. C'est le top cas, comme on dit. Mhm. Et qui balancent les secrets des autres sur les réseaux sociaux. Qui mettent à nu la vie des autres sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est d'une violence extrême. C'est pourquoi aujourd'hui, la tolérance ne court pas les rues. La bienveillance ne court pas les rues. Et quand on échange avec un enfant, vous voulez parler à votre enfant, il fait quelque chose. Au lieu de lui parler correctement, c'est tout de suite une baffe et après on crie sur l'enfant. On crie sur l'enfant pour que l'enfant puisse nous obéir. Quand on crie sur un enfant pour qu'il puisse nous obéir, en fait, en réalité, l'enfant ne comprend pas pourquoi on crie. Vous savez, sa déduction, c'est quoi? Sa déduction, c'est que pour obtenir quelque chose, il faut que je crie. Et c'est comme ça. Donc lui aussi, quand il veut quelque chose, il va crier. Il va pas venir demander. Et ça va continuer. Et ça va continuer, et quand il aura son petit frère ou sa petite sœur, c'est la transmission. Et nous regrettons et nous nous disons, mon enfant ne m'obéit pas. Mais pour que quelqu'un comprenne ce que tu dis, pour que quelqu'un comprenne ta vision, pour que quelqu'un comprenne le projet que tu as pour lui, pour que quelqu'un comprenne là où tu veux l'amener, mais il faudrait que tu échanges avec lui. Il faudrait que tu lui laisses aussi de l'espace, que tu lui laisses le temps de pouvoir aussi te dire le fond de sa pensée. Parfois, quand nous écoutons les enfants, ils nous surprennent. Parfois, ils nous surprennent. Et dans beaucoup de cas d'ailleurs. Et souvent, qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez les gens dire à la maison que xale bi moom maamam la jël kii dafa mun wax de kii mag la. Non. C'est l'enfant aiguise sa créativité. Et toutes ces choses que nous semons chez nos enfants, ce sont des choses que nous allons récolter demain. Ce sont des choses que notre société va récolter demain. Moi, mon cri du cœur aujourd'hui, dans le contexte social sénégalais, africain, c'est de redonner la place que nos enfants méritent, de leur redonner leur place. Les enfants et les seniors. Donc, je disais la dernière fois, on a plus de 200 chaînes de télévision. Ici, que ce soit les chaînes sur les réseaux sociaux, sur la TNT, etc., les chaînes classiques. Mais il y a pratiquement, quasiment, aucune chaîne qui fait des émissions pour les enfants. Où est l'espace d'expression des enfants? Quand vous allez dans les quartiers, il n'y a pas d'espace vert. Il n'y a pas d'espace d'expression pour les enfants. Pourquoi? Ce n'est pas la pauvreté. C'est un manque de vision, tout simplement, par rapport aux sociétés qui vont venir. Parce que le monde là, la société dans laquelle nous vivons ne nous appartient pas. C'est un legs. Et nous avons le droit, le devoir plutôt, de léguer aux prochaines générations une société où il fait bon vivre, une société où la santé mentale ne doit pas être un luxe. Ça doit être quelque chose qui s'entretient tous les jours de façon normale et naturelle. D'accord. Alors, ça, c'est vraiment à remarquer. Déjà, les enfants, le fait parfois qu'on ne les écoute pas, ou le cri qui vient à chaque fois, ça peut être un traumatisme. Oui. Par exemple, chez les femmes, ça, c'est une histoire que j'avais entendue.
cette femme, elle a grandi avec le fait que, par exemple, son père, il criait tout le temps. Oui. Et donc, quand elle s'est mariée, son mari aussi criait tout le temps. Et elle, en fait, quand elle entendait les cris, elle sursautait. Oui. Maintenant, ses enfants, après, elle a questionné pourquoi tu sursautes et tout. Et quand elle est allée voir un spécialiste, directement, elle a dit que parce que moi, mon père, il criait tout le temps à la maison. Et son père aussi avait aussi un passé. Oui. Et donc, tout ça, en fait, c'était, on va dire, des blessures de l'enfance, comme vous l'aviez dit. Le fait de ne pas pouvoir faire le deuil et d'aller aussi à la rencontre de soi. Mais aussi, ceux qui, on va dire, renforcent les problèmes de santé mentale chez les jeunes. Là, je vais aller chez les jeunes. Vous dites que votre cri de cœur, c'est le fait qu'on puisse redonner aux enfants leur place. Mais sur les réseaux sociaux aussi, on le voit de plus en plus, où les jeunes Africains, pas qu'au Sénégal, mais aussi les autres nations africaines, disent carrément qu'il faut que les parents africains arrêtent de faire la comparaison. Par exemple, que tu es en primaire, par exemple, au CM2. Et là, tu as, par exemple, 15 sur 20 en maths ou en français, avec n'importe quelle matière. Et là, directement, on te demande, et celui qui a eu la meilleure note, il a eu combien? Donc, ça veut dire que les efforts que tu as faits étaient vains, tout simplement. Et cette comparaison, des fois, il y a même des comparaisons qui se font. Par exemple, l'enfant, il peut avoir 12 ans, 13 ans, et tu vas le comparer à une personne qui a 25 ans. En disant que oui, qui est au moins, ça remonte, il dara, c'est noir, et là, en fait, ça va amener, je vais dire, un trouble ou quelque chose d'autre dans la tête de l'enfant qui va faire en sorte qu'il pourra se comporter n'importe comment, mais pas seulement se comporter, mais agir aussi d'une façon peut-être qu'elle ne devrait pas agir. Par exemple, la personne peut entrer dans la délinquance, peut-être sans le vouloir, ou entrer par exemple dans la vente de stupéfiants, disant que oui, ma mère, par exemple, chaque fois, elle dit que moi, je ramène rien à la maison, ou autre, alors que cette mère, aujourd'hui, qui est en train, peut-être pour elle, elle est en train d'encourager, mais en fait, elle n'encourage pas, elle est carrément en train de détruire, comme vous l'avez dit, la confiance en soi de cet enfant, cet enfant, par la suite, va aller faire du n'importe quoi. Donc, les enfants, ils devraient vraiment avoir leur place. Et il y a une citation où j'avais vu, où on disait que à chaque fois, en fait, que vous criez à votre enfant, vous lui faites comprendre que ce que tu n'as pas fait, que ce que tu as fait n'est pas bien, la personne ne va pas simplement se fâcher contre vos mots, mais aussi va se fâcher contre lui-même et va se mettre une pression. Et déjà, quand ça commence à l'enfance, ça va être, je vais dire, critique au fur et à mesure qu'ils grandissent. Le fait aussi que ça se transmette, là aussi, ça va être, on va dire, une autre chose. Et tout à l'heure, vous l'aviez dit, hein, aujourd'hui, on voit des petits-enfants insultés de partout. Donc là, il y a vraiment une dévalorisation de la culture qu'on n'aimerait pas vraiment que ça continue et autres. Et plus haut aussi, vous aviez parlé de pression. La pression déjà au travail, on le voit. Déjà, on est déjà sous pression. Puis, voilà, ces personnes qui peuvent se mettre en colère facilement et qui font aussi que ces personnes vont avoir un stress, une anxiété. Donc, ce stress, je pense même que ça fait partie aussi des problèmes de santé mentale. Mais voilà, les gens, peut-être, ils se disent que bon, c'est pas un problème. Et aujourd'hui, là, je pense que ça va être l'avant-dernière question certainement. Comment est-ce que ces personnes vont combattre ce stress ou vont apprendre à vivre avec cela sans pour autant que ça impacte leur santé mentale? Vous savez, effectivement, vous avez eu raison de l'évoquer parce que c'est quelque chose qui vient de très très loin. Le fait de comparer ses enfants aux autres enfants et le fait aussi de dire aux enfants, c'est un couteau à double tranchant. D'accord? Donc, je dis pas que c'est mauvais, mais de dire à un enfant de 10 ans, ñun ci yow la ñu yaakaar, il faut que nga tekki nga mun a teral say waajur. À 10 ans, à 9 ans, mun na ko yokk joma. Ça dépend de la préparation mentale de la personne. Mais ça peut détruire la personne au niveau mental. Donc ça peut le pousser même à faire l'immigration clandestine aujourd'hui. Ce n'est pas que la pauvreté. Ce n'est pas qu'une immigration économique.
Parce qu'on trouve des personnes qui ont un certain montant, 5, 6 millions, que leur maman leur donne, et pour les pousser à aller en Occident, à immigrer. Parce qu'ils leur disent, écoute, il y a le fils de ma coépouse, ou bien le fils de ta tante, ou bien la fille de ta tante qui est à l'Occident. Donc tu vois la maison qu'il a construite, il a amené sa maman ou son papa à la Mecque, etc. Donc toi, il faut que tu partes. Et pourtant, chacun a son projet de vie. Il suffit de travailler sur le projet de vie et de permettre à ce jeune-là de pouvoir investir dans quelque chose ici. Et à travers ce qu'il fait, voyager de façon légale, de façon régulière. Aller chercher un visa à travers le business qu'il a pu installer ici. Deuxièmement, c'est le fait que cette pression-là ne s'arrête pas simplement à l'enfance. Maintenant, quand plus on grandit, plus on attend, les attentes sont beaucoup plus grandes vis-à-vis de nous-mêmes. Et nous avons une pression qui vient de partout. Nous avons une pression qui vient de partout. Donc, sur le plan professionnel, quand vous mettez la pression à vos équipes, vous pouvez obtenir des résultats tout de suite. Mais au fil du temps, vos ressources humaines vont se dégrader. Parce que ils auront un problème de santé mentale, effectivement. Donc, il y aura une perte de confiance en soi. Ils seront dans un degré de stress où ils ne seront plus productifs. Donc, c'est déprime, c'est burn-out, etc., etc. Donc, au fil du temps, vous allez perdre vos équipes. Vous allez obtenir du résultat tout de suite, mais au fil du temps, la qualité des ressources humaines va se dégrader. Donc, perte de performance, ça déteint sur les résultats. Et puis après, vous allez être là pour gérer maintenant des cas, des problèmes de santé mentale au lieu de gérer vos résultats. Donc, mieux vaut entretenir les ressources humaines, donc travailler avec eux, favoriser le bien-être, leur permettre de pouvoir s'épanouir en ayant vraiment cette empathie, cette bienveillance vis-à-vis d'eux, cette pleine conscience du manager, en discutant avec eux, en allant au-delà de votre relation professionnelle uniquement. En parlant, bien entendu, de leur vie. Moi, j'ai rencontré un manager qui m'a dit, j'ai 20 personnes dans mon équipe. Mais je connais chaque personne, son domicile, je connais sa famille, chaque personne. Donc, c'est de la pleine conscience. C'est aller au-delà de cette relation du résultat, de la productivité et aller sur cette relation humaine. Et la personne se sent considérée et les gens ne doivent pas être surpris si ce manager, par exemple, demande à son collaborateur de venir travailler un samedi matin ou un dimanche et que le collaborateur est là. Accepte. Et que il a du résultat. Au début, ça peut ne pas suivre, mais dès qu'il arrive à construire cette cohésion d'équipe, dès qu'il arrive à construire cette relation de confiance, de bienveillance avec ce collaborateur-là, tôt ou tard, le collaborateur va exceller. Il va pouvoir l'accompagner pour qu'il puisse produire du résultat sur du long terme de façon évolutive. Et je crois qu'aujourd'hui, cette société dans laquelle nous sommes, beaucoup d'entre nous portent ces marques violentes de mots qui leur ont été proférés, de phrases qui leur ont été proférées, des blessures qu'ils traînent jusqu'à aujourd'hui, et que quand ils sont dans leur cadre familial, par exemple, comme vous l'avez dit, un mari qui crie tout le temps sur sa femme et ses enfants, d'accord? Donc ça peut être dû à ça. Donc nous, en tant que coach, souvent nous recevons des personnes qui, quand on échange avec eux au bout d'un certain nombre de séances, ou bien même à partir de la première séance, donc nous constatons
et que la personne vit une situation dont elle n'a jamais parlé. Et quand on creuse, la personne finit par l'exprimer. Et souvent, c'est des moments de charge émotionnelle très, très forte que nous vivons avec le coaché. Donc, c'est des moments de pleurs intenses. Il y a tout qui sort. Voilà, il y a tout qui sort, des moments où la personne, après une séance comme ça, donc quand vous posez la question à la personne, alors comment vous vous sentez? Waouh, je me sens léger, je me sens libéré, etc. Donc pour finir par rapport à cette question-là aussi, donc il y a cette partie, excusez-moi, où vous avez vraiment ce fardeau des femmes dans notre société. Les femmes sont souvent assujetties à ce mot-là, muñal. Oui, tout le temps même. Tout le temps. Muñal, muñal, muñal. Elles respectent parce que c'est bien de se sacrifier aussi pour sa famille et pour ses enfants. Mais dans le muñal, la société en profite pour vous mettre une pression que vous ne pouvez pas gérer. C'est le mari, c'est le frère du mari, c'est la sœur du mari, c'est la belle famille, c'est l'oncle, c'est la tante, etc., etc. Donc ça aussi, je pense que ce problème de santé mentale-là, il y a beaucoup de femmes qui se reconnaîtront. Donc il y en a pas mal que j'ai accompagné dans ce sens-là, qui n'arrivaient plus à s'en sortir, honnêtement. Et grâce à l'accompagnement qu'on a eu, donc ils ont pu avoir revenir à soi, avoir cette relation saine avec soi-même, qui leur a permis de pouvoir gérer tout cela. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, je vais vous raconter une petite anecdote très rapidement parce que il y a une amie, c'est une dame que je salue au passage, je vais taire son nom. Elle travaille dans une agence étatique ici, une grande agence, elle est directrice de pôle. Un jour, on discutait et elle me disait que elle fait tout le temps des cadeaux à sa belle-mère. Donc, il y a la femme de son frère aussi qui fait des cadeaux à sa belle-mère. La femme du frère de son mari. Donc, qui fait des cadeaux à sa belle-mère. Mais, elle, à chaque fois, quand elle achète beaucoup, elle amène à sa belle-mère. Quand elle arrive, la maman lui dit, voilà, voici le cadeau que je t'ai fait, etc. La maman ne prend même pas, elle lui dit, dépose ici. Il n'y a même pas de merci. Je lui demande, en réalité, pourquoi tu fais ce cadeau-là à ta belle-mère? Est-ce que c'est pour qu'elle te dise merci? Ou bien tu le fais parce que tu as envie de faire un cadeau? Elle me dit, en réalité, moi je le fais pour qu'elle dise que je suis une belle fille modèle, que je suis mieux que les autres. Je lui ai posé la question, est-ce que tu penses que si tu continues comme ça, avec toute la souffrance que tu endures en le faisant, tu vas pouvoir t'en sortir? Elle me dit non. Je lui dis, est-ce que tu as déjà essayé une fois, à l'occasion d'une fête, de ne pas du tout faire de cadeau? Vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit justement, moi, la femme du frère de mon mari, elle, c'est quand elle a la possibilité qu'elle le fait. Quand elle n'a pas la possibilité, elle ne le fait pas. Et c'est elle que ma belle-mère respecte le plus. Je lui dis, la balle est dans ton camp. Et ce sont des choses, effectivement, que les gens s'imposent en se disant que il faudrait que je paraisse la meilleure. Il faudrait que je paraisse
comme la plus gentille. Il faudrait que je paraisse comme la plus intelligente, etc. Mais on se fait du mal. Et je crois qu'il faudrait qu'on prenne conscience qu'on devrait être nous-mêmes. C'est quelque chose d'extrêmement important pour notre santé mentale. Être nous-mêmes, savoir qui nous sommes et être authentique en phase avec nos valeurs internes. Et ça, malheureusement, beaucoup ne le prennent pas en compte. Et là, je vais renforcer sur ce que vous aviez dit. D'habitude, les femmes, comme vous avez dit, il y a la tradition, on dit le fameux mouniol. Et en Afrique, d'habitude, quand on se marie avec une personne, on ne se marie pas avec une personne. Mais on se marie avec en fait, toute la famille de cette personne. Et parfois, on voit même des femmes qui prennent en charge toute la famille. Et parfois, même les cadeaux qui sont offerts et autres, les maris ne le prennent pas en charge. Ce sont carrément les femmes qui font ça. Et même lors du mariage, il y a des petites traditions qu'on fait où tu dois apporter pas mal de cadeaux à la femme. Même au baptême, c'est toi-même qui as souffert durant l'accouchement. C'est toi encore qui dois apporter des cadeaux à la belle famille. On se dit, où va le monde? Et comme là, vous avez dit, l'autre femme, la femme du mari de son frère, qui elle, dès qu'elle en a la possibilité, elle le fait. Parce que il y a un moment, en fait, quand on suit les normes tacites, je vais dire, de la société, on va s'engouffrer. Donc déjà, acheter des choses, déjà les accessoires des femmes, c'est pas voilà quelque chose qu'on sort comme ça de sa poche. Il y a des économies et ça coûte excessivement d'argent. Donc si on veut en faire tout le temps, ça va poser problème. Mais aussi, il y a un autre problème qui se pose dans la société. Et là, je vais pas dire, bon, je sais pas à côté sur les autres nations africaines, mais les femmes en général, elles souffrent dans ça. Mais même quand après elles ont les enfants et que ces enfants maintenant ont leur femme, elles font encore subir cela aux autres femmes qui arrivent. Du coup, en fait, c'est un cycle qui va se répéter et qui ne risque pas de s'arrêter. J'espère en tout cas que avec notre génération ou la génération qui arrive, ça va commencer à s'estomper parce que sinon, comme vous l'aviez dit, vous avez accompagné des femmes qui font et les femmes, je vais dire, elles ne vont pas bien. Parce qu'il y a énormément de dépenses qui sont là. Et ce n'est qu'à chaque fois, on est là en train de dire que sa famille, entre parenthèses, de leur donner des matériels et tout ça, monoko attend. Et donc, voilà. Donc... Moi, je voulais rajouter quelque chose. Ce n'est pas mauvais en soi. Si vous avez la capacité de le faire, ce n'est pas mauvais en soi. Dans notre tradition africaine, effectivement, quand une femme se marie, elle se marie avec la famille, effectivement. Pourquoi? Parce que quand elle perd très tôt son mari, souvent c'est le frère qui prend soin d'elle. Il y a dans beaucoup de traditions, les traditions Diola, Mankagne, etc., Mandingue, etc. Donc c'est le frère qui prend le relais, qui prend Mokoy Dondu, quoi. Vous voyez, donc pour pouvoir élever les enfants, les encadrer, les accompagner, et ça reste dans la famille. C'est pourquoi les femmes prenaient aussi soin de leur belle famille. Mais aujourd'hui, c'est devenu une contrainte sociale et ça fait déprimer plus d'une. Donc ça fait déprimer énormément de personnes. Donc je pense que quand une culture ou une tradition peut-être va jusqu'à devenir une contrainte qui sape ou qui sabote notre bien-être et notre santé mentale, il faut la faire évoluer ou la changer, ou bien même la délaisser complètement. Et je crois que ceux qui vivent mieux aujourd'hui, c'est ceux qui comment dirais-je, c'est ceux qui font fi de tout ça et qui se concentrent sur eux-mêmes. Et la plupart, comment on les appelle? Kide dafa tubabe. Qui bokkul ak ñeneen ñi, voilà, il vit dans son monde, dafa tubabe, etc. Waaw, moom ki dafa wàcc àndam. Non. En fait, la personne a choisi de préserver son équilibre intérieur. La personne a choisi de préserver sa santé mentale, mais elle respecte en général, en réalité, elle respecte la tradition, elle respecte tout ce qui se fait
Mais comme on est dans un monde où chacun d'entre nous a le choix, on devrait aussi laisser aux gens le choix de choisir d'emprunter le chemin qui mène vers la réalisation de leur projet de vie. Mhm. En tout cas, moi, je suis fan de ces personnes qui font fi de tout et décident de se concentrer sur eux-mêmes. Alors, je rappelle que nous sommes toujours sur la rubrique société dans laquelle aujourd'hui nous avions discuté du thème de la santé mentale, un atout persistant en Afrique, et avec notre invité du jour, coach Régis, qui est avec près de 10 ans d'expérience. Il est coach professionnel en soft skills et fondateur de la fameuse méthode du chemin inverse dont nous avions découvert tout à l'heure. Il est aussi le fondateur de MC Coaching et il a été avec son application mobile Ijoko lors de la 12e édition de Orange Startup, un des lauréats pour la promo 2024-2025. Nous vous en félicitons et nous nous sommes régalés avec tout ce que vous aviez eu à dire. Et comme vous aviez eu à le dire tout à l'heure, votre cri de cœur, c'est vraiment que l'on redonne à l'enfant sa place, surtout avec les espaces verts. Faire en sorte en fait qu'il ait un espace favorable déjà à son développement intellectuel et autres. Et bon, tout à l'heure, je vais y revenir pour une toute dernière question et de dire au fait que tout ce que nous avions retenu, c'est qu'il faut que l'être humain soit bienveillant envers son prochain et de ne pas être tout le temps sur le jugement quand il y a une personne qui ne fait pas la même chose que la société fait face et de dire au fait que la société, il y a des normes. Et moi, je vais dire que ce sont des normes tacites, des normes aujourd'hui que dont peut-être personne n'est d'accord, mais vu que c'est là, on continue à le faire et que pour vivre ensemble comme il se doit, il faudrait écouter, pas pour répondre, mais plutôt pour comprendre. Et aussi, on remarque avec cette santé mentale, une dévalorisation de la culture avec aujourd'hui les enfants qui sont en train d'insulter. Et là encore, de rappeler que cet enfant aujourd'hui, il faudrait, je vais dire, le couver jusqu'à ce qu'il soit complet. Parce que tout à l'heure, vous l'aviez dit, quand c'est un adulte qui fait quelque chose qui n'est pas bien, on dit que c'est une erreur. Ou bien on dit, bon, il a juste commis une faute. Et pourtant, l'adulte a beaucoup plus d'expérience que l'enfant. Et c'est l'enfant que l'on juge tout le temps et sévèrement en disant que oui, il a fait une bêtise ou on crie sur lui. Et tout ça aujourd'hui peut impacter sur nous. On a vu l'exemple du personnage de Rachid dans la série Promesse qui, grâce à des mots, a pu, on va dire, survivre et évoluer dans sa vie professionnelle. On voit aussi le cas de l'actrice et animatrice Halima Gadi qui, comme vous l'aviez dit, elle a été résiliente face à tout cela et ce n'est pas donné à tout le monde. Et par contre, il y a aussi le fait d'aller voir des spécialistes comme les psychologues, les psychiatres ou des coachs comme vous en intelligence émotionnelle qui aident les personnes à vivre sous pression, à vivre avec le stress de tous les jours, l'anxiété et aussi à mieux gérer leurs émotions comme la colère, la tristesse ou même la joie. Pourquoi pas? Et de dire aussi qu'il y a des personnes aujourd'hui qui doivent accepter de faire leur deuil, d'aller à la rencontre de soi. Donc tout à l'heure, j'ai bien aimé l'exemple où vous aviez dit que par exemple tout le monde sort de la maison, il n'y a que toi par exemple qui est à la maison et toi au lieu de vouloir te rencontrer soi-même, tu te dis que non, il faudrait qu'il y ait une autre présence physique et du coup on va s'allier aux autres. Et tout à l'heure aussi l'exemple dont vous aviez donné où cette personne qui venait d'emménager dans un nouveau quartier, qui s'est vue interpellée par une autre personne qui se croyait apparemment supérieure à cette personne, alors que ce n'est qu'un masque. Voilà. Et dire que dans la société, pas mal de personnes portent des masques pour ne pas être pointées du doigt ou d'être même, on va dire, indexées d'anormal. Voilà. Donc aussi une dernière chose concernant nos traditions avec les femmes, le fameux Mouniol, et aussi comment est-ce que nous vivons avec nos belles-mères, la belle famille, on va dire en se mettant une pression. Boo xam ne aujourd'hui tey jii duñ ko attan te daf ñuy gaañ. Et malheureusement c'est ce qui est en train de continuer. Voilà, donc une contrainte sociale que nous souhaitons quand même que ça s'arrête et de dire encore que les écoles, les entreprises ou tout organisme aujourd'hui doit faire en sorte que l'enfant soit
prioriser. Oui. Alors, une toute dernière question. Comment est-ce que vous pensiez que les écoles ou les organismes devraient, les ONG et autres, devraient faire en sorte de jouer sur la sensibilisation en priorisant aujourd'hui l'enfant sur sa santé mentale? Par exemple, le fait de dessiner, tout à l'heure, vous l'avez dit, pour voir si l'enfant va bien ou pas, mais est-ce que aussi le fait de dessiner peut vraiment vous informer si cet enfant va bien ou ne va pas bien? Moi, je pense qu'il faudrait revenir à nos valeurs. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Revenir à nos valeurs. Écouter, surtout. Écouter les enfants. Leur laisser plutôt le temps de pouvoir s'exprimer. Parce qu'ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de pouvoir s'exprimer. Ils ont besoin de pouvoir expérimenter les choses. Ils ont besoin de pouvoir se tromper pour pouvoir avancer. Ils ont besoin de tout cela. Ils ont besoin d'être des enfants. Oui. Ils n'ont pas besoin à 5 ans, 6 ans qu'on leur charge avec des problèmes d'adultes. Si yo la ñu yaakaar pour ñu tekki, etc. Ah non. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin d'être des enfants. Et qu'on puisse les accompagner, qu'on puisse, comme tu l'as dit tout à l'heure, les couver, les protéger surtout. Et qu'ils puissent, à travers aussi notre exemplarité. Je dis bien à travers notre exemplarité parce que l'être humain va apprendre par des mimes. Il va simplement imiter ce qui se fait par ses parents d'abord, son proche entourage et ensuite par la société. Et il faudrait que ces organisations-là, dans leur approche, quand ils préparent aussi des programmes pour les enfants, certes, ils prennent toutes les dispositions, ils prennent des pédopsychologues, ils prennent des spécialistes de l'enfance, etc. Donc, pour qu'ils puissent accompagner ces enfants-là. Moi, je parlerai même pas seulement des enfants, mais quand ils font des programmes pour des enfants, pour des jeunes, pour des femmes, etc., qu'ils puissent les associer aussi dans l'élaboration de ces projets-là pour eux. Que ces gens soient des parties prenantes, qu'ils puissent être impliqués dans ça. J'ai bien aimé l'image de la présentation du projet 2050. J'ai bien aimé l'image de ces enfants-là qui plantaient une graine avec la personne adulte qui leur expliquait comment ça a été façonné ce baobab-là. Et on voit que l'image du tronc du baobab, de l'arbre lui-même, n'est pas, quand on voit l'écorce, ce n'est pas lisse. C'est que l'arbre a reçu des coups, a fait face à des intempéries, a bravé des saisons dures, a bravé le soleil et a su se mettre debout. Et nous, en tant qu'êtres humains, quand notre mental est touché, nous devenons fragiles, vulnérables. Nous perdons confiance en nous quand nous avons ces problèmes de pression. Quand nous sommes comparés aux autres, donc nous perdons aussi cette estime de soi. Donc je pense que nous devons être beaucoup plus bienveillants vis-à-vis de nous-mêmes, les uns vis-à-vis des autres, beaucoup plus tolérants, beaucoup plus empathiques, ça je le dis et je le réitère, pour que nous puissions nous aider à pouvoir améliorer ce vivre ensemble-là, pour qu'il y ait un impact positif pour préserver ce santé mentale-là. Parce que c'est vraiment un réel problème dans notre société actuelle. Donc le rush vers les océans actuellement, la santé mentale y est pour beaucoup. Le problème de santé mentale y est pour beaucoup, 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 beaucoup. Ce n'est pas simplement la pauvreté. Et dans les entreprises aussi, donc le problème du turnover, les démissions dans les entreprises, les conflits dans les entreprises, les frustrations dans les entreprises, c'est dû pour beaucoup au problème de
de bien-être chez les collaborateurs. Donc, dans notre relation aussi, au niveau social, donc les problèmes de frustration, les problèmes de blessures ou les problèmes de conflits, parfois qui sont des conflits extrêmement graves, les problèmes de suicide, etc. Donc la santé mentale y est pour beaucoup. La violence aujourd'hui qu'on a remarqué dans notre société sénégalaise, en Afrique, la façon dont la violence a pris de l'ampleur, les problèmes qu'on voit sur les réseaux sociaux, donc les personnes qui voient leur vie personnelle, leur intimité être mise à nu sur les réseaux sociaux, et les gens qui commentent, qui partagent. Donc, c'est la santé mentale y est pour beaucoup. Et ce sont des choses qui entretiennent cela, qui entretiennent ces problèmes de santé mentale-là. Et il est urgent aujourd'hui. Ce n'est pas simplement au niveau du Sénégal. C'est partout. Pour cette année-là, le 10 octobre, c'était la journée mondiale de la santé mentale. Donc, l'OMS a mis comme thème ma santé, mon droit. Donc, ils ont parlé de santé mentale. Donc, ma santé mentale, mon droit. Moi, ça me permet tout simplement, ou ça me pousse simplement à dire, ça m'a bop mo ma gënal, du bañ naa la. Donc, nous avons le droit et la liberté de prendre soin de nous-mêmes. Parce que si nous allons bien, nous pourrons prendre soin de notre entourage. Notre entourage ira bien. Si nous avons un problème de santé mentale, notre entourage n'ira pas bien. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est une question pour laquelle nous tous, nous devions faire attention et vraiment travailler à ce que cette santé mentale soit entretenue partout où nous sommes. Inch'Allah, j'espère que nos téléspectateurs vous entendront très bien, noteront et essaieront aussi de cultiver cela. Et la dernière phrase que vous avez dite, en fait, le fait que les gens ils déchargent les émotions sur les autres, parce que si nous allons bien aussi nous occuper de notre entourage, mais nous voyons aussi des parents qui, dès qu'ils sont fâchés, arrivés à la maison, le problème du travail, ils viennent et ils déchargent les émotions sur les enfants. Et ça aussi, ça les impacte. Alors, un tout petit dernier mot d'une minute, parce que le temps nous est compté, un message que vous laissez aux auditeurs de Télé-École. Ce que j'aimerais dire à toute personne qui regarde aujourd'hui cette vidéo ou cette émission, c'est vraiment de prendre le temps de marquer un stop, comme dans les panneaux de signalisation. Stop dans sa vie et de prendre le temps de faire ce pèlerinage vers soi, d'échanger avec soi, de ne pas avoir peur de se découvrir, de ne pas avoir peur d'aller à la rencontre de soi, de savoir qui on est, quelle est notre mission sur cette terre et de s'ériger un projet de vie sur lequel on fait focus, on se concentre pour pouvoir se développer. Parce que quand on est bien mentalement, on s'épanouit. Quand on est bien mentalement, on sera bien physiquement. Quand on est bien mentalement, on pourra se développer, on pourra être innovant, on pourra être créatif, on pourra bien entendu mieux prendre en charge ceux qui sont autour de nous et mieux les accompagner. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale. Merci beaucoup au coach Régis qui met fin aujourd'hui à notre rubrique société. J'espère que son intervention vous a plu. En tout cas, moi, ça a été. Et encore de vous remercier d'avoir passé à Télé-École. Nous avions été très ravis de vous recevoir. Et certainement, merci. Nous vous recevrons, Inch'Allah, sur d'autres thèmes sur la santé mentale. Alors, une dernière chose, je ne vais pas être longue, vu que le temps nous est compté. N'oubliez pas qu'un enfant doit toujours avoir des problèmes d'enfant. Il ne doit pas être surchargé et de ne pas décharger aussi nos émotions sur ces petits êtres qui viennent à peine de découvrir le monde.
Soyons bienveillants envers nous, envers tout son entourage, empathiques surtout, et essayons d'enlever ces citations que Chonyan nous a dit, nous a collé, je vais dire, en disant qu'en Afrique, nous ne créons pas des champions, mais nous les détruisons facilement. Alors, je compte sur vous, sur ceux qui nous regardent, sur les auditeurs fidèles de Télé-École pour faire en sorte que Chonyan change cette phrase qu'il a eu à dire sur nous, sur le continent africain, et de cultiver aussi cette cohésion sociale, pas seulement au niveau de votre entourage, mais au niveau des entreprises, des ONG, tout ce qui est en tout cas groupement ou qui nécessite en tout cas le regroupement de personnes et individus, et que parfois il est mieux de réussir sa vie que de vouloir réussir dans sa vie. Ça a été un plaisir de vous recevoir, d'être avec vous dans ce programme matinal et de vous dire à bientôt pour avoir encore des invités de marque, des thèmes qui vous aideront à évoluer bien sûr dans votre domaine intellectuel comme professionnel, et de vous remercier encore de votre fidélité. À bientôt dans nos prochains programmes. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, C'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, C'est votre matinale. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, C'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, C'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi,